Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode de Tarot Tor. Cette fois encore, nous suivrons le parcours de mon invité au travers de 12 questions reposant sur le monomythe de Joseph Campbell, une structure narrative qui a inspiré la majorité des blockbusters hollywoodiens et que j'utilise désormais pour vous faire découvrir mes invités. Pour chacune de mes questions, l'interviewé tirera une carte du tarot au hasard pour l'inspirer et le guider dans sa réponse. Aujourd'hui, je rencontre un auteur que j'ai découvert grâce à la très regrettée chaîne No Life, où il faisait figure de référence sur le milieu du jeu de rôle grâce à plusieurs de ses émissions comme Indécis ou Roleplay. Il a contribué à populariser ce loisir avant qu'il devienne tendance, et c'est pourquoi je le laisserai vous expliquer ce qu'est le jeu de rôle. Mais pour l'instant, laissons mon invité se présenter. Bonjour, je suis Julien Pirou. Dans la vraie vie, je suis directeur créatif et scénariste dans le monde du jeu vidéo, mais je suis aussi auteur de jeux de rôle et j'ai également écrit un livre sur l'histoire des jeux de rôle. C'est en 2020 que Julien crée Empyréal, sa société d'édition, pour sortir sa gamme de jeux de rôle Lore and Legacy, pour lesquels il a aujourd'hui déjà sorti le livre de découverte, le livre de base et 2 suppléments. Il a également contribué à l'écriture des suppléments d'autres jeux comme Earthdawn ou Castle Falkenstein. Mais il a aussi rédigé La Grande Aventure du jeu de rôle, une véritable encyclopédie sur le sujet. Et c'est pourquoi je vais le laisser maintenant vous expliquer en quelques mots ce qu'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est un loisir collectif, une forme de jeu de société où plusieurs joueurs vont vivre une aventure ensemble, une aventure dans l'imagination. En général, mais pas toujours, il va y avoir un maître de jeu qui est là pour amener des éléments, amener une sorte de narration, proposer des situations aux joueurs. Les joueurs vont répondre à ces situations en se basant sur des personnages pour lesquels ils ont une fiche avec différents types d'actions, différentes possibilités. Et en général, mais encore une fois, ça dépend vraiment des jeux, ces actions vont être résolues en lançant les dés. Et selon le résultat des dés, ça va être une réussite, un échec, et emmener l'histoire, l'aventure dans des directions auxquelles on ne s'attendait pas du tout en début de partie. Pour l'interview de Julien, nous avons choisi le tarot de la sorcière de Bérengère Demoncy, que vous avez pu découvrir dans l'émission 6. C'est un jeu qui possède une identité très forte, marquée par le paganisme. Autant dire que si vous ne partagez pas cette culture et que vous ne prenez pas le temps de lire le livret très complet du jeu, vous risquez d'être vite déstabilisé par plus d'une carte. J'ajoute à ça que Bérengère a composé son jeu comme un ensemble de composantes rituelles. On y trouve donc des cartes faisant référence précisément à une plante, une pierre ou une saison, ce qui perturberait dans un autre tarot, mais est ici totalement cohérent et habile. Enfin, vu que je viens d'aborder certaines des spécificités du jeu, j'ajouterai que c'est un mélange de Marseille et de Rider-Waite, et que Bérengère a choisi de revenir à l'essentiel en nommant les familles directement par leur élément. Ainsi, le bâton devient le feu, l'épée l'air, la coupe l'eau et le denier la terre. Graphiquement, Bérengère a opté pour un noir et blanc assez dur, rehaussé d'or, dans un style très pointilleux. Cela confère un côté gravure ancienne à l'ensemble qui renforce l'aspect ésotérique du jeu. Niveau conception, c'est un jeu de grande distribution, mais réalisé avec beaucoup de soin. Coffret rigide et aimanté, effet de dorure, livret épais et bien rédigé. Pour 22 € seulement, on peut dire qu'on en a pour son argent et que c'est un immanquable pour toutes les sorcières contemporaines. Mais maintenant, voyons ce que le tarot de la sorcière va nous dévoiler de l'histoire de Julien. Alors, hop. Le 6 d'air. 6 petits symboles d'air ainsi que des cristaux dans une sorte de grotte. La famille des épées fait référence à l'intellect. Le chiffre 6, quant à lui, symbolise l'harmonie. Le 6 d'épée est la carte de la distanciation et de l'épanouissement. Elle évoque le besoin de prendre de la hauteur et d'attaquer ses problèmes avec des idées nouvelles. Elle invite à rester positif. Ici, l'artiste nous invite à traverser les ombres d'un cristal d'améthyste pour atteindre la lumière et trouver la sérénité. En fait, c'est assez rigolo parce que aussi loin que je me souvienne, en fait, j'ai toujours créé des choses, notamment des jeux. J'ai aussi fait beaucoup de bandes dessinées avec tout l'enthousiasme qu'on a quand on a 9-10 ans et qu'on se rend pas forcément compte que scénaristiquement c'est pas encore ça, mais j'ai aussi créé des jeux et l'un des premiers jeux en tout cas dont je me souvienne, je devais être peut-être au CE1 à l'époque, j'avais fait un jeu où on jouait en fait des astronautes qui étaient sur une planète avec des cristaux, sûrement un truc que j'avais pris dans un Mickey Parade ou quelque chose, hein, parce que ça marchait beaucoup comme ça à l'époque. Et donc il fallait lancer les dés et puis l'idée c'était de récupérer les pièces pour réparer le vaisseau spatial. Et c'est assez drôle parce que je me suis rendu compte un peu en y réfléchissant
qu'il y avait des aspects, des échos en fait de ça qui s'étaient retrouvés dans Lore and Legacy, où il y a aussi des cristaux, des humains qui sont arrivés sur cette planète un peu par accident. Donc je me rends compte que en fait, voilà, ce sont des choses qui clairement me trottent dans la tête depuis mon plus jeune âge. Donc en fait, je pense que j'ai voilà, très vite été attiré vers le game design, la création, l'écriture de manière générale. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons le 7 de terre. Des sortes des fagots de bois et des racines et des plantes. Une très jolies illustrations. La famille des pentacles ou des deniers évoque les biens matériels, le concret. Le chiffre 7, quant à lui, symbolise la détermination. Le 7 de denier est une carte de préparation, d'attente. Elle symbolise le moment où le paysan, ayant planté ses graines, n'a plus qu'à attendre de les voir pousser pour récolter. C'est une invitation à prendre son mal en patience pour réussir. Ici, l'artiste nous montre plusieurs étapes nécessaires à la préparation de la sauge en vue d'une purification. J'avoue que la carte en elle-même me fait pas forcément avoir un déclic pour répondre. Je sais que pour moi, en fait, j'étais un très grand lecteur quand j'étais enfant, de bandes dessinées, mais aussi de romans, de livres, un peu tout ce qui me tombait sous la main. On va dire que tout ça a été un peu le terreau sur lequel les racines ont pris. Et puis voilà, comme je disais, les Mickey Parade, les Picsou Magazine, ça a été un peu mes premières lectures vraiment. Et j'étais chanceux, je pense, de pouvoir lire des choses comme des histoires de Don Rosa ou de Karl Barks dans Picsou Magazine, qui sont quand même des chefs-d'œuvre de scénarios, d'aventures, et qui m'ont en fait assez vite donné envie de faire la même chose tout simplement, de pouvoir raconter ce type d'histoire. Et je parlais tout à l'heure des bandes dessinées que je faisais quand j'avais 9-10 ans, où on voit clairement que j'essaie de faire à mon échelle du Don Rosa, c'est-à-dire assez souvent le copier éhontément. Mais du coup, voilà, je pense que c'est ça en fait, c'est d'avoir été nourri au travail de ces grands maîtres-là qui tout simplement font que j'ai eu envie de faire comme eux, quoi. Alors, c'est donc un as d'eau avec une sorte de verseau, un personnage qui verse un bol rempli d'eau. La famille des coupes est associée à l'émotionnel. Le chiffre 1 évoque la force primordiale, l'énergie brute, la graine qui va éclore. L'as de coupe parle d'un amour naissant, d'une ouverture aux sentiments, d'un potentiel émotionnel en éclosion. L'artiste représente ici ce concept par un petit flux d'eau se joignant à une étendue plus vaste. Je pense que ce qui a été, pour moi en tout cas, un premier revers, ou en tout cas quelque chose qui m'a obligé un petit peu à changer mon fusil d'épaule, c'est que déjà d'une part, je n'étais pas un très bon dessinateur. Alors, c'est comme tout, hein, ça s'apprend. Mais même quand voilà, dans les cours d'art plastique ou les choses comme ça, c'était pas vraiment des choses dans lesquelles je m'épanouissais, ou vraiment j'aimais dessiner, mais je sentais bien qu'il n'y avait pas un déclic qui faisait que j'avais envie d'en faire ma vie, quoi. Donc ça a été un moment donné un petit peu où je me suis dit que vais-je faire, comment dire, à un moment donné il y a eu j'ai découvert les jeux vidéo en fait, et assez naturellement, mon envie de raconter des histoires, elle s'est un peu reportée sur l'idée de faire des jeux vidéo. Sauf que c'était une époque où voilà, j'étais moi au collège, il n'y avait pas encore les écoles de jeux vidéo qu'on connaît maintenant, mais aujourd'hui il y a des formations qui sont reconnues, qui voilà, ont des accords avec des studios de jeux vidéo, ainsi de suite. À l'époque, rien de tout ça n'existait, et quand j'allais voir le conseiller d'orientation pour dire je veux faire des jeux vidéo, autant dire que le pauvre homme ne savait absolument pas quoi me répondre. Étrangement, peut-être, ça m'a amené vers faire un bac art appliqué, qui, encore une fois, j'étais assez mauvais dans tout ce qui était expression plastique,
Mais sur l'aspect plus théorie, théorie de l'art, étude de cas, compréhension du sens des choses et tout, là j'étais assez bon. Donc finalement, de ce bac à appliquer, progressivement je suis retourné vers quelque chose d'un peu plus écrit, un peu plus littéraire, un peu plus conceptuel et un peu moins visuel. Donc voilà, ça a été un peu, ça a un peu louvoyé, voilà. C'est tel le ruisseau. Ça un petit peu, avant de trouver d'arriver à la mer, ça a un petit peu louvoyé à travers le paysage, quoi. La carte. Ah, le 9 de feu. Une baguette magique. La famille des bâtons est celle de la passion, de l'énergie. Le chiffre 9 est synonyme d'accomplissement. Le 9 de bâton est signe de prévoyance. C'est une carte qui évoque une réussite possible, mais surtout la peur de ne pas l'atteindre. La prudence quant aux dernières étapes, le besoin de persévérer ou de se dépasser pour réussir. Avec cette baguette magique, l'artiste invite à ne pas considérer l'outil comme une fin, mais comme un moyen. Alors ça m'évoque deux personnes. On va dire l'analogie est assez... un petit peu osé, mais deux personnes qui ont énormément compté dans ma vie professionnelle, ma vie créative. La première, c'est Davy Mourier, qui déjà m'a donné ma chance et m'a permis d'avoir mon premier boulot chez Kazé comme graphiste, et m'a aussi, en fait, via tout ce qu'il faisait, lui, avec une case en moins, pas tout seul évidemment, mais avec Didier Richard, Rémi Argot, Monsieur Poulpe, et ainsi de suite, m'a montré qu'en fait on pouvait faire des projets, se lancer dans des choses sans forcément en attendre derrière une reconnaissance pécuniaire, professionnelle, et ainsi de suite, mais juste pour le kiff. Et j'ai trouvé que ça c'était vraiment inspirant en fait, cette attitude-là. Et donc voilà, je serai toujours reconnaissant à Davy pour ça et pour l'énergie et tout ce qu'il insuffle dans tout ce qu'il fait. Moi je suis vraiment admiratif. Et ensuite, quand j'ai pu enfin commencer à travailler dans le jeu vidéo, parce que finalement, j'avais créé une campagne pour... c'était Heroes of Might and Magic 5, que j'avais créé en tant que fan. J'ai fait cette campagne, je l'ai mise en ligne. Je faisais déjà des cartes pour les jeux vidéo, des choses comme ça, mais en gros, ça circulait dans mon cercle d'amis, mais j'avais jamais vraiment encore essayé de diffuser quelque chose en ligne. Donc cette campagne de Heroes 5, je l'ai mise sur internet, j'ai eu des retours de gens des quatre coins du monde qui y jouaient et voilà, et en fait la magie a fait son œuvre, voilà, c'est la magie on peut le dire, puisque cette campagne a fini entre les mains d'un producteur chez Ubisoft qui faisait Heroes, et à ce moment-là Ubisoft avait besoin d'une personne pour travailler sur un niveau pour le jeu. Et ils avaient besoin de quelqu'un rapidement et qui soit, si possible, en région parisienne. Ils ont vu mon travail sur cette campagne, ils m'ont contacté, j'ai fait une carte pour eux et de fil en aiguille, ça m'a amené à travailler ensuite chez Ubisoft sur Heroes, enfin pendant presque 10 ans au final. Et c'est chez Ubisoft que j'ai rencontré l'autre personne qui a été vraiment une sorte de mentor pour moi, qui est Erwan Le Breton, qui était le directeur créatif de Might and Magic pendant assez longtemps. Et en fait, auprès d'Erwan, j'ai vraiment découvert finalement toute la méthodologie, la minutie, le travail qui est fourni dans la création d'un univers et toutes les strates qu'on peut développer et comment ça va ensuite impacter la direction artistique, l'écriture, les personnages, le lore. Et je suis pas toujours d'accord avec certaines idées que pousse ou qu'a pu pousser Erwan dans les jeux Might and Magic. Il y a des choses sur lesquelles, si ça avait été moi, ça aurait été différent. C'est normal, j'ai envie de dire. Mais par contre, il y a une chose sur laquelle jamais on pouvait le prendre en défaut, c'est que c'était toujours très réfléchi, il y avait toujours une bonne raison derrière. Ça allait toujours quelque part. C'était jamais une décision gratuite juste parce que j'aime pas. Il y avait toujours une envie de pousser cet univers, ces jeux, ces histoires vers quelque chose d'un peu sous la surface, d'un peu plus profond. Et je sais que Erwan était très porté sur tout ce qui était hermétisme et tarot, symbologie, tout ça. Donc voilà, pour moi, Erwan, c'est le magicien de Might and Magic. Et même si son travail parfois a été incompris des fans un peu purs et durs de la série, pour l'avoir vu à l'œuvre, moi là encore, j'ai que de l'admiration en fait pour tout ce qu'il a pu faire sur cette série.
Et je suis très curieux maintenant, et là il a annoncé récemment qu'il fondait sa propre société, donc maintenant je suis très très curieux de voir ce qu'il va créer de ses propres ailes. Tempérance. Très très belle illustration de cette figure angélique entourée de ça m'a l'air d'être des bougies, ainsi qu'une nuée d'étoiles dans la main. Pour le coup, je serais curieux de savoir quelle est la signification profonde qui se cache derrière cette carte. Comme la justice, la tempérance est une carte qui invite à trouver l'équilibre. La différence entre les deux cartes repose surtout dans l'approche, dure pour l'une et douce pour l'autre. Cet arcane représente l'union des contraires, l'homme et la femme, le bas et le haut, le ciel et la terre. Elle évoque un voyage spirituel pour atteindre la paix de l'esprit. C'est aussi une carte qui invite à mettre de l'eau dans son vin et à savoir prendre du recul. Là, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre, en particulier quand j'ai commencé à Ubisoft, où je suis arrivé avec... Et bon, bah maintenant c'est drôle parce que je vois ça chez des jeunes qui commencent dans le jeu vidéo. Mais je suis arrivé bien sûr avec plein d'idées, plein d'envies et plein d'idées très arrêtées sur ce qu'il fallait faire ou pas, et ce qui allait faire un bon jeu ou pas. Et évidemment, je savais mieux que tout le monde. Hein. Et c'est là aussi que je suis heureux d'avoir eu Erwan comme mentor finalement à ce moment-là, puisque justement Erwan, par sa méthodologie, par la manière dont lui travaillait, m'a justement appris à sortir du côté je veux ça, je veux pas ça, j'aime ça, j'aime pas ça, et plutôt se dire ok, mais qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour arriver à ça, et justement se dégager finalement de juste les goûts, les opinions, l'envie personnelle de faire quelque chose, et plutôt de se dire qu'est-ce qui est le mieux pour le projet, pour l'univers, pour la vision qu'on veut porter. Et ça, c'est une leçon qui a été vraiment importante pour moi. Des fois, bien sûr, sur des projets, il peut m'arriver de ne pas être d'accord avec certaines choses qui sont faites et que ça puisse devenir un peu irritant de voir des décisions qui sont prises alors que tu penses que c'est pas ça qu'il faudrait faire. Mais du coup, dans ces moments-là, je repense à Erwan et je me dis, Erwan, souvent il disait, je fais de l'aïkido. je prends le mécontentement, l'agression des autres et puis je le transforme en autre chose. Et en fait, j'essaie d'appliquer ça. Je suis moins bon que lui, hein, mais j'essaie d'appliquer ce truc-là en disant ok, bon, prenons un peu de recul. Et je vais essayer de comprendre pourquoi ils vont dans cette direction et comment on peut faire qu'au final ça va marcher, plutôt que de commencer à mettre mes pieds dans la terre et dire non, no passaran, parce que ça en fait c'est déjà tu deviens fou, et deux, au final tu finis par avoir la réputation d'être le gars qui bloque. Et dans un projet, sur ses budgets, sur ses durées de développement, tous ces gens impliqués, il vaut mieux, même si parfois tu peux bloquer pour des bonnes raisons, globalement il faut quand même mieux être celui qui trouve des solutions et qui facilite le travail des autres plutôt que celui qui va mettre des bâtons dans les roues du projet. Et ça, c'est quelque chose, voilà, que Erwan est un grand maître de ça. Moi, je ne suis pas encore là, je suis parfois un peu plus sanguin, j'apprends, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû vraiment mettre de l'eau dans mon vin pour le coup et apprendre à lâcher prise, voilà, tout simplement sur ce genre de choses. Alors, le 9 d'eau, avec un pot de fleurs sous une étoile scintillante, et d'ailleurs le petit rocher cristallin de tout à l'heure qui est dans le décor subtilement. Le 9 de coupe fait référence à l'optimisme et à la réussite, au fait d'accepter les difficultés et les pertes pour n'en retenir que les bienfaits acquis. Avec cette image de chaudron, l'artiste illustre une zone de confort magique, un espace de travail et de réussite personnelle. Finalement, j'ai pas eu tant de rivaux ou de vraiment bloqueurs que ça. Il y a eu évidemment des projets sur lesquels ça a été plus compliqué, il y a eu des relations parfois humaines où ça a été un peu plus tendu. Globalement, j'ai pas le sentiment que ça soit devenu derrière des vraies rivalités.
j'ai plutôt vu ça moi comme des opportunités finalement de grandir, d'apprendre, d'essayer aussi de réfléchir à est-ce que dans cette situation, est-ce que c'est pas moi finalement le problème, parce que c'est vrai que on peut se demander, enfin en particulier quand on pense avoir raison, quand on est d'autant plus quand on est sûr d'avoir raison, on peut vite penser que c'est la personne en face qui pose problème. Et justement, comme je disais avant, prendre un peu de recul, se dire qu'est-ce qui est le mieux pour le projet. Parfois, ça permet de réaliser qu'en fait, non, on est soi-même le problème dans cette situation. Même si on peut continuer de penser qu'au final, la vérité supérieure nous appartient. Ce qui est bon pour le projet, parfois, c'est effectivement la personne qui nous bloque, qui le sait mieux ou qui l'a mieux en tête. Donc voilà, je n'ai pas le sentiment de m'être jamais fâché avec qui que ce soit ou d'avoir vraiment bloqué, m'être pris la tête avec des gens. Il m'est arrivé dans des meetings de parfois être un peu irrité ou des choses comme ça. J'avais un collègue, Laurent, que je salue, collègue et ami, qui disait, il appelait ça les Red Rockets. C'était le moment où, parce que je suis pas du genre à me mettre à crier ou quoi dans les meetings, c'est pas du tout mon style. Par contre, des petites piques un peu caustiques qui partent comme ça, c'est souvent le signe que je commence à être un peu irrité. Et donc, voilà, Laurent disait les Red Rockets sont sortis. De manière générale, je pense que j'ai quand même la chance d'être pas trop sanguin et du coup de pouvoir assez vite revenir sur moi et me dire ok, soufflons un peu, on va trouver une solution. On va pas se prendre la tête pour ça. Donc voilà, globalement, j'ai toujours réussi à peu près m'adapter et ça a très très rarement été au point du clash. Il y a eu un projet, mais c'était plus tard dans ma carrière, sur lequel voilà, j'ai pas souhaité continuer parce que la manière de travailler me convenait pas. Mais c'est pas du tout contre les gens qui étaient là en fait. C'est juste des fois un projet est plus pas bon pour toi et tu t'en rends compte et il faut dans ces cas-là mieux vaut partir tant qu'il est temps plutôt que de devenir aigri à rester dans quelque chose qui juste nous fait du mal finalement. Et ça aussi c'est je pense des choses qu'on apprend quand on est jeune. Je suis pas si vieux mais quand on débute on accepte beaucoup de choses parce qu'on se dit que ça en vaut la peine. Et puis quand on est un peu plus vieux, on se dit en fait ça en vaut pas toujours la peine. Et dans ce cas-là, mieux vaut quand on peut, évidemment c'est un luxe aussi, hein, mais quand on peut juste dire c'est pas voilà, ce projet, cette manière de fonctionner, elle me convient pas. Bon courage à tous, toutes et à tous, voilà, c'est pas contre vous, mais moi je préfère tirer ma révérence maintenant. Voilà, je pense que c'est plus ça mon attitude maintenant en fait. Alors, le 5 de feu, une sorte de cylindre ou peut-être de tronc d'arbre sur lequel il y a un petit fagot de bougies enflammées. Le chiffre 5 est celui du changement et des crises. Le 5 de bâton est une carte de conflit. Elle évoque les défis à relever pour s'accomplir, la rivalité avec les autres, mais aussi la tentation ou les tourments intérieurs. Avec ces fagots de cierge, l'artiste nous invite à trouver notre place. Brûlez-vous vaillamment contre l'obscurité ou avez-vous perdu votre flamme? Je pense que j'ai été très chanceux dans le sens où j'ai pas le sentiment d'avoir eu énormément de sacrifices en tant que tel à faire. Ça a plutôt été des choix, mais j'ai toujours été dans une position, encore une fois, luxueuse de pouvoir faire ces choix sans trop risquer derrière. Mais effectivement, quitter mon premier travail chez Kazé pour... à l'époque, je pensais me mettre en freelance. Et finalement, l'opportunité d'aller travailler à Ubisoft s'est un peu présentée d'elle-même. Donc, au final, je suis resté freelance peut-être 1 mois, 2 mois. Enfin, j'ai même pas été freelance au final. Ça a été des vacances avant de commencer un nouveau job, quoi. Au bout de 10 ans, se dire ok, il est temps de partir d'Ubisoft pour aller faire autre chose. Mais encore une fois,
voilà, c'était pas vraiment un sacrifice, c'était plus le bon moment de changer. Ce que j'ai quand même constaté, c'est que beaucoup de choses que je fais aujourd'hui, voilà, si j'ai pu être pris chez Ubisoft, c'est parce que sur mon temps libre, les soirs, les week-ends, je créais cette campagne pour Heroes 5 qui a fini par être remarquée, que j'ai mis en ligne en craignant un petit peu les retours que j'allais avoir. Heureusement, ils ont été très positifs, donc ça fait plaisir, mais sur Internet, on ne sait jamais ce qu'on va se prendre dans la tronche. Et donc voilà, c'est un peu... Elle est là, la prise de risque finalement, c'est d'y consacrer du temps qu'on parfois on aimerait mieux passer à se reposer. Parfois on est obligé de passer à se reposer parce qu'en juste on est au bout du rouleau. Mais voilà, travailler sur des choses, les livres que j'ai écrits, ça a été... À l'époque, je faisais aussi No Life ou IG Magazine, c'est des choses que je faisais en marge de mon vrai travail. Parfois, on tournait jusqu'à des heures indues le soir. Le week-end, je devais écrire les émissions des semaines à venir. Enfin, au final, c'est quelque chose qui bouffait vraiment tout le temps disponible. Je pense pas qu'aujourd'hui, je pourrais refaire ça, en fait. Ça, des fois, les gens me demandent si No Life revenait, est-ce que tu reparticiperais à l'aventure? Alors, peut-être un peu, mais pas en faisant 3 émissions par semaine. Et voilà, ça, je pourrais plus, quoi. À un moment donné, tu décroches de ce rythme-là et puis juste tu te rends compte que tu pourras plus jamais le retrouver. Mais finalement, voilà, c'est ça. Pour moi, ce qui m'a permis de lancer ces projets, c'est parce que finalement, j'ai toujours trouvé un peu la volonté le soir, le week-end, plutôt que de me dire je vais juste regarder la télé, me mettre devant Netflix ou devant la console, de se dire bah non, en fait, j'ai envie de créer un truc, plutôt ce soir, ce week-end, plutôt envie d'écrire un truc, faire un projet qui aboutira ou pas. Mais finalement, c'est cet investissement de temps, finalement c'est le sacrifice qu'on fait, et je me rends compte que plus tard, en fait, il y a des dividendes, en fait. Quand j'ai lancé Lore & Legacy, les premières personnes, finalement, qui s'y sont intéressées, c'était des gens qui me suivaient sur No Life, et qui ont, du coup, envie de voir ce que je faisais aujourd'hui, et ça a été mes premiers, on va dire, ambassadeurs sur ce projet-là, et donc, finalement, si j'avais pas passé 11 ans à faire des émissions pour No Life, j'aurais pas, entre guillemets, cette communauté. J'aime pas parler de communauté parce que c'est pas comme si je cultivais ça de manière très active, hein. Je suis plutôt peu actif sur les réseaux sociaux. Je suis là, mais je fais pas beaucoup d'efforts pour parler aux gens. Mais du coup, voilà, ils étaient là et s'il n'y avait pas eu cette base, voilà, c'est eux les petites bougies finalement qui étaient là, brûlées dans l'obscurité. Et s'il n'y avait pas eu cette base, ça aurait été, je pense, beaucoup plus difficile de pouvoir lancer des projets derrière. Donc voilà, moi le truc que je retiens quand même, c'est que ça peut, sur le moment, on peut se dire ah là, je vais passer mon week-end à faire un truc où je sais pas si ça paiera entre guillemets. Et dans mon expérience, ça finit toujours par payer, pas forcément dans une forme concrète, pécuniaire, mais voilà, il y a toujours quelque chose de positif qui en ressort sur la durée, quoi. Faut juste être prêt à être patient avec ça. Ça peut prendre du temps. Le soleil, avec une main qui essaye soit de l'atteindre, soit de s'en protéger, cette lumière aveuglante stellaire et qui est symbolisée apparemment par une sorte de torque. Le soleil est la carte de l'accomplissement et de la joie. C'est une carte très positive qui évoque la lumière en nous ainsi que celle qu'on peut faire rayonner sur le monde. Elle peut aussi être la représentation d'une figure paternelle absente ou idéalisée. Et je pense que, comme beaucoup de gens, il y a toujours cette peur que ce qu'on fait va pas être apprécié, tout simplement. Finalement, pour moi, ça a été la chance encore que j'ai eue quelque part, c'est parce que j'avais autour de moi les exemples de gens comme Davy, ou comme Alex Pilote avec France 5, avec tout ça. Le côté
on fait un truc, on n'a pas de budget, on n'est peut-être pas forcément les meilleurs acteurs du monde, ni pas encore en tout cas les meilleurs réalisateurs du monde, même si je pense que Alex est très bon par exemple aujourd'hui. Mais on le fait et puis on le diffuse et puis on verra bien. Et du coup, on va avoir ces gens qui avaient cette attitude un peu relaxe vis-à-vis de la création et de la diffusion de sa création. Moi, ça m'a aussi donné le courage quelque part de, voilà, comme je disais, de mettre des choses en ligne que j'aurais pas fait avant. À une époque, j'avais un blog BD où je dessinais aussi des choses, c'était à la mode à ce moment-là, des choses parfois assez personnelles. Et je me rends compte que ça a permis un peu de dédramatiser l'idée que, oh mon Dieu, mais si je diffuse un truc et que les gens aiment pas, mon monde s'effondre, quoi. Et parce que j'ai eu cette expérience-là, voilà, quand j'ai lancé Lore & Legacy, voilà, que j'auto-édite, j'écris, j'auto-édite, enfin voilà, c'est vraiment mon bébé 100%. Il y avait quand même toujours cette petite voix qui dit, mais si jamais les gens trouvent ça nul, qu'est-ce que tu deviens, quoi. Mais justement, je me suis dit, bah en fait, de toute façon, tant que je le mets pas, tant que je le propose pas, ben je ne saurai jamais. Donc, je le fais. Et puis, si les gens trouvent ça nul, eh ben, je ferai autre chose. Je retournerai dans le jeu, je referai du jeu vidéo. Bon, ce que j'ai fait au final, mais plus parce que des opportunités se sont présentées et pas parce que Lore & Legacy n'a pas fonctionné. Au contraire, voilà, vraiment dédramatiser finalement le fait de mettre son œuvre, mettre son travail entre les mains des autres, c'est, je pense, voilà, la chose qu'il faut dépasser. Parce que je ne compte plus les gens que je connais qui vont me dire « Ah, moi j'ai une super idée de jeu de rôle que j'écris depuis 10 ans. Mais c'est pas encore assez bien, donc je diffuse pas, enfin, je le mets pas en ligne et tout, je le propose pas. Et je me rends compte qu'en fait, derrière, il y a c'est pas encore assez bien, c'est surtout j'ai encore peur de la manière dont les gens vont l'accueillir et je veux que ça soit parfait. Et ça devient une excuse finalement. Parce que la perfection, tu l'atteins jamais. Il y a plein de défauts dans Lore & Legacy où je me dis, ah, si, avec le recul, j'aurais pu faire des choses un peu différentes. Mais ça, tu t'en rends compte que parce que d'un seul coup, tu as 300 personnes qui l'ont lu et qui te font des retours et tu te rends compte, peut-être que ça marche pas exactement comme j'avais imaginé cette règle ou ce... Donc voilà, tant que l'œuvre n'existe que dans ta tête, finalement, c'est comme si elle n'existait pas quelque part. Tu n'as que ton propre avis dessus. Et le seul moyen pour elle de devenir réelle, c'est d'être confronté au regard des autres. Et parfois, ça peut piquer un peu. Mais moi, j'essaie toujours de me dire, c'est pas la fin du monde si cette œuvre, ce jeu, et certains des jeux vidéo sur lesquels j'ai travaillé où les critiques derrière n'étaient pas géniales. Voilà. Et parfois, on avait des commentaires un peu piquants sur Internet. Mais en gros, moi, je me suis toujours dit, bah, en fait, voilà, c'est une leçon pour le projet suivant. Et ça sert à rien de se prendre la tête en se disant je veux que ce projet soit parfait et donc je ne le sortirai pas tant qu'il n'est pas parfait. Il faut se dire, j'ai atteint un niveau, une version de ce projet où je pense que c'est plutôt pas mal. Je la mets, je la diffuse. Et même d'ailleurs gratuitement, hein, il y a des auteurs qui mettent leur jeu à dispo gratuitement et je repense à Anthony Combrexel, Inno, qui voilà, sur des trucs comme Patient 13, ça a commencé comme une version gratuite et parce qu'il a vu qu'il y avait des retours très positifs dessus, il l'a développé ensuite pour en faire un jeu à part entière. Voilà. Mais ça, ces retours-là, s'il avait gardé le jeu pour lui et qu'il avait eu peur finalement de le diffuser, il n'aurait jamais pu avancer. Et à un moment donné, voilà, il faut confronter au regard des autres pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire mieux sur le projet suivant. Alors, le diable. Tin, tin, tin. Un être androgyne, hermaphrodite, cornu, dans les flammes. Du coup, à mon avis, je ne dois probablement pas lire de manière très littérale comme étant la damnation. Je ne sais pas si... Quel est le... Le diable parle de nos désirs et de la façon dont nous y sommes enchaînés. La carte fait à la fois référence au monde matériel qui nous possède et à l'inconscient,
la flamme sauvage de la créativité qui brûle dans nos ténèbres intérieures. C'est une carte qui peut faire peur, mais qui invite justement à ne pas se laisser dominer par ses émotions. Je pense que le fait, comme je disais, de diffuser quelque chose, de sortir quelque chose, ça permet aussi quelque part justement de tourner une page dans son parcours personnel. J'ai vu notamment dans le monde du jeu vidéo des gens qui étaient à des postes créatifs et pour qui ça devenait une vraie frustration de ne pas pouvoir faire exactement le truc qu'ils avaient en tête. Et un développement de jeux vidéo en particulier, c'est que des compromis. Il faut l'avoir vécu, je pense, pour le comprendre vraiment. Mais le jeu que tu as à la fin, c'est jamais celui que tu as rêvé au début. Parfois c'est mieux, parfois non. Parfois c'est autre chose. C'est tout aussi bien, mais c'est différent. Et il y a des gens pour qui c'est un vrai bloqueur, en fait. Et ils gardent en eux cette espèce, pareil comme disais, ce projet parfait qui existe dans leur tête et qui n'arrive pas à matérialiser et qui finit par devenir une espèce de poids qu'ils portent dans tous leurs projets suivants où de plus en plus ils perdent patience parce qu'on les laisse pas faire exactement ce qu'ils veulent. Aux personnes qui sont dans ces situations-là, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire, est-ce que tu as déjà pensé à ton univers auquel tu penses, en faire un jeu de rôle papier que tu pourrais écrire et que dans lequel il y aura aucun producteur, aucun marketeur, aucun lead game designer ou autre qui va arriver et qui va te dire finalement les orques ils auront des pistolets laser et je pense que pour ces gens-là en particulier, ça ferait un bien fou en fait de pouvoir se dire voilà, j'ai fait le truc que j'avais en tête et maintenant il est sorti, il existe. Et je pense que ça serait vraiment, pour le coup, les libérer de leurs désirs, d'une certaine manière. Et moi, je pense que faire Lore & Legacy, par exemple, ça a eu aussi un peu ce côté-là, parce que Lore & Legacy, c'est né de beaucoup de choses que j'aurais aimé faire dans Might & Magic. Parce que quand j'ai grandi en jouant au jeu Might & Magic, parce que je suis un fan depuis l'âge de 8 ans, à l'époque, Might & Magic, en fait, c'était un univers de science fantasy. C'est-à-dire que quand on jouait à World of Xin, par exemple, super épisode, pour moi c'est un de mes préférés, on découvre en cours de route que le monde qu'on pensait être de fantasy dans lequel on évolue, en fait, c'est un vaisseau spatial, c'est une espèce de colonie galactique qui est retombée dans la barbarie et une société médiévale, voilà. Mais qu'en fait, en réalité, sous ce calque, il y a des vaisseaux spatiaux, des robots, des lasers, et moi j'adorais ça. Parce qu'on retrouve aussi, même dans Star Wars, ou dans Phantasy Star, ou dans d'autres... Enfin, la science fantasy, c'est un genre qui existe depuis très longtemps. Et quand Ubisoft a racheté Might & Magic, a rebooté l'univers, à l'époque c'était perçu comme étant un peu bizarre ce mélange. On est après la sortie du Seigneur des Anneaux au cinéma, il y a Game of Thrones qui commence à cartonner en roman à l'époque. Et donc le côté c'est de la fantasy, mais en fait nos elfes sont des aliens. Voilà, le top management à Ubisoft trouvait ça juste trop bizarre. Donc Might & Magic avait été rebooté pour être un univers de high fantasy. Donc en se disant c'est purement de la magie, il y a des dieux dragons, voilà. Et l'univers est chouette, hein. Comme je disais, il y avait un travail incroyable qui avait été fait sur la Bible, sur les symboliques, les machins, les factions, l'histoire, les connexions entre tous les aspects du monde. Mais c'est vrai que moi, en travaillant, au final, j'ai travaillé pendant 7 ans. J'ai passé 10 ans à Ubisoft, dont 7 sur Might & Magic. En travaillant dessus, il y avait vraiment des moments où je me disais dans un jeu Might & Magic, moi, j'aurais aimé mettre un petit pistolet laser à cet endroit-là, quoi. Qui n'était pas du tout, du coup, à l'ordre du jour. Et du coup, finalement, toutes ces envies-là, toutes ces idées, c'est devenu la base ensuite quand je suis parti d'Ubisoft et que je me suis dit, et si je faisais mon propre jeu de rôle, ça a été un jeu de science fantasy avec un peu tout ce que j'aurais voulu mettre si j'avais pu faire un jeu Might & Magic comme je l'imaginais. Et donc je l'ai appelé Lore & Legacy aussi en clin d'œil, du coup, voilà, Might & Magic c'est M et M, Lore & Legacy c'est L et L.
Voilà, et je pense que mine de rien, ça m'a fait finalement beaucoup de bien de pouvoir mettre toutes ces idées-là, tous ces trucs qui étaient un peu... C'était pas du tout cohérent, c'est des petits fragments de concepts un peu épars, et de se poser et de se dire « Ok, maintenant j'en fais un vrai truc ». Et de se dire bah ouais, en fait, voilà, ça existe maintenant, je l'ai sorti, il est là. Je n'ai plus à passer, on va dire, toutes les années à venir à me dire ah, qu'est-ce que j'aurais aimé faire ça dans Might and Magic. Maintenant, je peux dire bah je l'ai fait et c'est Lore and Legacy. Et voilà, et ça, je pense que voilà, beaucoup de gens qui sont un peu frustrés, et en particulier dans le jeu vidéo et dans comme ça ces médias ou ces créations artistiques de compromis qui peuvent être effectivement peser lourd, en particulier quand tu es créatif et que tu as des idées que tu as besoin qui te brûlent, que tu as envie de manifester. Avoir un petit projet un peu perso, un peu indépendant, un peu niche, bref, du jeu de rôle, c'est, je pense, un bon exutoire et une bonne manière finalement de faire un peu ça. Et puis, et de temps en temps, voilà, j'ai des collègues du jeu vidéo qui maintenant me disent ah, et t'as pas pensé faire un jeu vidéo de Lore and Legacy? Et je fais bah écoute, you know my number, voilà. Donc, qui sait, peut-être un jour, ça serait marrant, quoi. Le valet de terre. Avec un jeune homme ou une jeune femme d'ailleurs qui est en train de cueillir des fleurs dans un bosquet, voilà, qui semble passer plutôt un bon moment. Les valets font référence au début d'un apprentissage. Ils sont la découverte, le commencement. Le valet de denier fait donc référence à de nouveaux projets, au désir, au fait d'être ouvert aux opportunités. Ici, l'artiste nous montre un valet qui se focalise sur une pousse de jasmin sans réaliser qu'il est entouré de ses bienfaits. Je pense que pour le coup, je suis cette personne, je ne suis pas encore redescendu justement. Je suis toujours dans des activités très créatives, je continue de développer Lore and Legacy, même si je suis très à la bourre sur le supplément que je dois livrer. Et voilà, les choses se sont enchaînées de telle manière que je suis toujours dans cette virée créative qui, j'espère, durera encore longtemps. Je n'ai pas encore dû redescendre sur Terre et reprendre une activité plus prosaïque. Le 4 de terre. Avec une personne qui, je pense, essaie de toucher la Lune ou peut-être une autre planète. Le chiffre 4 représente la structure, la solidité. Le 4 de denier peut donc ainsi évoquer le besoin de thésauriser, de bien veiller sur ses acquis ou au contraire, nous mettre en garde sur une trop grande rigidité qui nous paralyserait. L'artiste nous montre ici une lune gibbeuse croissante, une phase propice à partir en quête d'abondance. Je ne sais pas si ça a le moindre rapport avec la signification de la carte. Je pense de manière très littérale. Pour moi, il y a un moment qui a été un petit peu déterminant. Ça a été justement quand ça faisait presque 10 ans que je travaillais à Ubisoft. Et en fait, j'en avais fait le tour. J'avais le sentiment de plus avancer, de plus m'amuser finalement dans ce que je faisais, mais j'en avais pas encore vraiment conscience à ce moment-là. C'était encore flou dans ma tête, il n'y avait pas encore eu ce déclic. Et en fait, c'est à cette période où voilà, mon grand-père est décédé, et cet événement-là fait que, comme souvent, malheureusement, je pense, quand il y a comme ça des choses qui se passent, des pertes dans la famille ou dans les amis, on a toujours un petit moment où finalement ça nous oblige une petite remise en question. Moi, en fait, ça a été, pour moi, ça a été vraiment un moment où je me rappelle vraiment rentrer après justement l'enterrement et tout ça, et m'apprêter à retourner travailler. Et puis voilà, le matin, me regarder dans le miroir dans la salle de bain et puis me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi.
je veux plus travailler là en fait, c'est bon, j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je fais de ma vie quoi, quelque part. Et c'est le moment où je suis rentré et puis j'ai dit voilà, je pose pas ma démission là aujourd'hui, mais dans le courant de l'année, j'ai l'intention de partir. J'ai dit à mon manager pour qu'il sache de quoi il en résultait quoi. Et voilà. Et il y a vraiment eu un moment où du coup, d'un seul coup, c'était clair dans ma tête en fait que le moment était venu, il fallait que je parte. Et d'un seul coup, c'est comme si on m'avait enlevé finalement un poids des épaules où je pouvais vraiment me projeter, me dire et maintenant une nouvelle aventure va commencer. Et une fois que j'étais parti d'Ubisoft, j'ai passé quasiment un an où j'ai écrit mon livre sur l'histoire des jeux de rôle, j'ai écrit Lore & Legacy, plein de choses que j'avais pas forcément de manière consciente, mais toujours un peu mise de côté en me disant ce projet-là, un jour peut-être, voilà, le jour c'était maintenant. Et puis après un an, je suis revenu du coup à travailler dans le jeu vidéo, plus en freelance maintenant. Mais voilà, ça a été ce déclic finalement qui a marqué pour moi et qui m'a marqué parce que j'ai vraiment eu ce sentiment à un moment donné où dans ton esprit les choses font et tu te dis je sais ce que je dois faire maintenant. Et voilà, donc c'est triste que ce soit malheureusement après le décès de mon grand-père, mais quelque part, parfois je pense qu'on a besoin que la vie nous donne un petit coup de pied au derrière pour avancer quoi. Le 7 de feu, une plante de comment on dit, un pimentier, je ne sais pas la plante sur laquelle poussent des piments. Ok, donc un élixir très piquant du coup. Le 7 de bâton nous invite à poursuivre nos efforts, à rester vigilants. L'arcane évoque le fait qu'il faut rester fort car malgré les premières victoires, le combat reste encore à mener. Avec ce poivre et cette menthe poussant de concert, l'artiste nous invite à considérer la force nécessaire pour grandir et affirmer ses goûts. Non, ça va, j'ai la chance de pas m'être fait brûler pendant mes aventures créatives. Je pense que ouais, les leçons importantes que j'ai retenues, c'est en particulier dans les domaines où c'est collaboratif, où il faut faire du compromis, il faut l'accepter, il faut le comprendre, il faut l'accepter, il faut prendre du recul, lâcher prise un peu sur son bébé, entre guillemets, et voilà, avoir la curiosité de voir finalement où va arriver ce projet qui n'était pas forcément celui qu'on imaginait au départ. Et je pense qu'on garde beaucoup plus facilement sa santé mentale avec cette attitude-là que plutôt qu'en se bloquant complètement, en disant non, je veux que ce soit comme ça et pas autrement. Donc voilà, ça c'est effectivement une chose importante que j'ai apprise. Et l'autre chose, c'est ce que je disais, c'est quand on a un projet, quelque chose qui travaille, le faire, le diffuser, même si c'est juste à ses amis proches, mais en tout cas lui donner une réalité, ne pas le garder juste en soi comme étant quelque chose qui va être génial mais qui n'existera jamais, parce que sinon on garde que des regrets finalement. Et le fait de sortir une version qui n'est pas parfaite, en soi, c'est pas grave. Il y a toujours l'opportunité de sortir une version améliorée derrière, ou une version étendue derrière. Tu me disais tout à l'heure que vous aviez interviewé Mathieu Gabory. Mathieu Gabory, sur les crépusculaires, par exemple, il y a eu plusieurs versions où il a corrigé des petites choses à chaque fois parce qu'il n'était pas forcément satisfait de la première version. Et donc c'est possible. Faut pas se dire non, mais si je sors ce truc, ça va être figé à tout jamais. Bon, ça pourrait être le cas si c'est une toile Mais même les toiles des grands maîtres, on se rend compte qu'en fait, souvent, c'est la 3e ou 4e version, en fait, celle dont on se rappelle, et qu'il y a eu plusieurs versions auparavant, des brouillons. Voilà. Donc, je pense qu'on a malheureusement un peu cette
culture de dire ce qu'on fait, il faut que ça soit parfait tout de suite. Et Internet et les réseaux sociaux ont un peu renforcé ça, puisque du coup on va se prendre des commentaires pas toujours très sympas d'inconnus qui vont pointer du doigt la moindre erreur, le moindre truc. Mais voilà, il faut au final, même si ça peut être pénible, pour la santé mentale et la santé artistique, quand on a comme ça des projets, le mieux, ça reste encore de le faire. Et si on se prend des critiques, de se dire, ok, je peux pas changer celui que j'ai déjà fait, mais j'essaie de faire mieux sur le suivant. Et c'est pas facile. Clairement, c'est pas facile. Et clairement, on a des sensibilités différentes qui font que chez des gens, ça va blesser plus que chez d'autres. Mais voilà, mon expérience en tout cas, c'est que à un moment donné, il faut le faire, quoi. Il faut sauter le pas, parce que sinon juste ça te travaille et tu vis dans une frustration et un regret de ne pas avoir pu donner corps à ce truc que tu imaginais. Et voilà. Et en plus, maintenant, on a quand même, voilà, Lore & Legacy, il est 100% auto-édité, par exemple. Alors, comme je disais, j'ai la chance d'avoir eu les téléspectateurs de No Life qui étaient là aussi pour soutenir. Mais avec l'auto-édition, avec des plateformes comme Lulu, comme Drive4RPG, comme Itch, on peut, avec tout ce qui est disponible en stock art, donc en images libres de droit, on peut, avec même un petit budget, alors il y a évidemment l'investissement de temps d'écriture, de tests et tout ça bien sûr, mais avec un petit budget de production pure, d'illustration, machin, on peut déjà sortir quelque chose qui franchement est quand même pas trop mal. Voilà, c'est pas pour jeter des fleurs, mais je pense que Lore & Legacy, le résultat est quand même assez propre. Et du coup, faut pas se dire oui, mais si l'éditeur me rejette voilà. Aujourd'hui, je pense que ça, c'est plus une excuse en fait. On peut vraiment sortir des choses. Par contre, il faut pas se dire c'est un échec si j'en vends pas 1000 dans le premier mois, quoi, parce que ça marche pas comme ça. Il faut se dire, je le sors, il est disponible, et c'est sur le long terme que je verrai les résultats, mais il existe, et ça c'est bien. Et donc, le retour, c'est le 6 de feu. C'est le retour des cristaux dans l'espace, comme quoi la boucle est bouclée. Le 6 de bâton est synonyme de victoire. Il symbolise les gains matériels ou spirituels acquis après un dur labeur. Avec cette pyrite, l'artiste illustre la majesté d'une pierre aux vertus créatives. Parfois les gens me demandent pourquoi est-ce que tu n'as pas, avec cet univers, ces idées, pourquoi tu n'as pas écrit un roman par exemple, ou une BD, Et ma réponse c'est que je ne saurais pas faire honnêtement. Écrire pour des jeux, écrire pour quelque chose d'interactif, où tu es sans arrêt en train de te dire, et là c'est les joueurs qui vont choisir de faire quelque chose ou pas, c'est pas tout à fait les mêmes compétences qu'écrire une œuvre linéaire, littéraire, qui va t'emmener, qui va te faire sentir des émotions. Donc moi, je suis pas au stade. Bien sûr, parfois, je me dis, j'écrirais bien un roman qui prendrait place dans cet univers. Et je suis pas encore au stade où j'ai le sentiment d'être capable de le faire. Donc voilà, un jour, peut-être, j'espère. Et peut-être que ce sera plutôt au final une bande dessinée, parce que peut-être que c'est plus sur ce type de médium que je serai à l'aise et tout ça. Donc voilà, écrire, c'est multiple, c'est multiforme, il y a plein de manières d'écrire et des médiums différents pour lesquels on écrit différemment. Je sais que dans le jeu vidéo, une erreur assez fréquente qu'on voit, c'est « Ah, on a recruté tel scénariste qui vient de la télé, qui a bossé sur tel truc et on se rend compte que en fait, le gars, il est juste pas bon pour écrire pour du jeu. Parce que quand tu écris pour du jeu, il faut sans arrêt
Te dire, le joueur, peut-être que le joueur, lui, il voudra aller à gauche et pas à droite. Et dans ce cas-là, il se passe quoi? Et le jeu de rôle, finalement, c'est comme le jeu vidéo, mais encore plus ouvert. Mais on est dans la même philosophie. C'est-à-dire, on met des options à disposition du joueur et on laisse les joueurs raconter leur histoire dans ce monde pour lequel on leur donne finalement une boîte à outils. Voilà. Et le conseil que j'aimerais donner aux gens qui veulent se lancer dans l'écriture d'un jeu de rôle, et là c'est plus l'expérience d'avoir lu beaucoup de jeux de rôle, j'en ai avoir critiqué pas mal dans 1D6 sur No Life, et d'avoir revu toute l'histoire du jeu de rôle quand je faisais mon livre chez Inis, la Grande Aventure. C'est pour moi, il y a une vraie... On sent qu'il y a certains auteurs de jeux de rôle pour qui la motivation principale, c'est l'univers. C'est de dire, voilà mon univers. Et souvent, ce qui manque, et c'est très respectable, il n'y a pas de souci avec ça, mais souvent, ils oublient de se poser la question, et concrètement, qu'est-ce que je demande? Les joueurs, ils font quoi là-dedans? Et quand je pense qu'on publie un jeu de rôle, il est important de se dire, quelle est ma proposition pour les joueurs? Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que ça va forcément être que ça à tout jamais, mais pas juste être là à dire et voilà, j'ai 15 nations, 300 monstres et 10 000 sorts. Ça c'est les outils. Mais il faut aussi dire et les joueurs, voilà comment vous entrez dans ce monde. J'ai deux exemples. Alors, encore une fois, c'est pas du tout pour critiquer ces jeux, leurs auteurs ou quoi. C'est vraiment parce que ça m'avait frappé à l'époque. Mais un jeu que j'aime beaucoup qui est Shadowrun. Shadowrun, bon déjà, le titre du jeu, c'est ce que tu vas vivre dans le jeu. Tu vas être un Shadowrunner qui fait des raids clandestins sur des corporations et tout. Et surtout, quand tu ouvres ton livre de Shadowrun, avant toute chose, tu vas avoir un petit chapitre qui est qu'est-ce qu'une Shadowrun, qu'est-ce qu'un Shadowrunner, qui sont les joueurs, qu'est-ce que vous faites dans cet univers. Et puis ensuite, on va parler du 6e monde et de tout ça. Et il y a des jeux où, je repense à par exemple, c'était Achtung Cthulhu, où le concept c'est voilà, Cthulhu et c'est dans la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, tu ouvres le livre, et puis tout de suite, il te balance des faits historiques sur la Seconde Guerre mondiale, les grandes batailles, les machins, tout ça. Et puis à un moment donné, tu fais genre, ok, mais comment je suis censé intégrer Cthulhu là-dedans, en fait peut-être que c'est évident pour les auteurs, mais pas forcément pour le lecteur. Et c'est quand tu lis la campagne qui est à la fin du livre, je crois que c'était la campagne des 3 rois, ils appelaient ça, où là ils te disent « Ah, et les joueurs font partie de l'organisation machin, une espèce de BPRD pour les fans de Hellboy, ou équivalent, quoi, qui enquête sur les expériences occultes des nazis dans le château de machin, en Pologne, bref. » Et donc, tu lis ça et tu fais genre, ah, ok, c'est ça en fait le contexte par lequel les joueurs entrent dans cet univers. Et il a fallu que je lise les 3/4 du bouquin pour qu'on me le dise. Donc je me suis dit, voilà, quelque chose qui fait vraiment une différence dans le jeu de rôle, c'est quand la proposition qui est faite aux joueurs, elle est claire, et que quand tu ouvres le livre, on te dit, avant de commencer à parler de l'univers, enfin on peut donner une petite description vite fait des grandes lignes, quoi, mais avant de commencer à rentrer dans le détail de la ville de machin et l'empire de trucs, et voilà, de dire les joueurs vont jouer ce type de rôle dans cet univers, et c'est ça qui est un peu différenciant, c'est ça l'expérience, l'aventure vers laquelle on vous invite. Et peut-être qu'à la fin, tu peux avoir un autre chapitre en disant, et si vous voulez jouer autre chose, bah voilà des pistes, quoi. Mais il faut quand même, je pense, qu'il y ait cette... prendre la main un peu des joueurs et dire, voilà, voilà vers quoi je vous emmène. Ce que j'ai essayé, sur Lore & Legacy, j'ai essayé de faire ça en ayant la guilde des Francs-Lanciers, qui est cette organisation qui essaie de percer les mystères du monde et de dire, voilà, et les joueurs sont des Francs-Lanciers, appartiennent à la guilde, et c'est pour ça qu'on leur confie des missions, c'est pour ça qu'on les envoie à l'aventure, justement pour essayer d'avoir ce vecteur. Voilà, ça marche ou pas, je laisse chacun en juger, mais en tout cas j'ai essayé d'avoir ça au début du livre pour que vraiment ça soit clair, et pas juste de se dire je fais du world building, parce que c'est super, mais c'est pas un jeu du coup. Voilà. Donc voilà. Si ce qui vous intéresse c'est vraiment
de décrire un univers, c'est peut-être pas un jeu de rôle que vous êtes en train de faire en fait. C'est peut-être que vous devriez plutôt faire un artbook, ou il y a d'autres formes de publication qui seraient peut-être plus adaptées à ça. Voilà. N'oubliez jamais que si vous voulez faire un jeu de rôle, c'est qu'à un moment donné, c'est un jeu. Et donc il faut dire aux joueurs c'est quoi la proposition de ce jeu en fait. Cette 10e émission est maintenant terminée, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cette incursion dans l'univers du jeu de rôle avec Julien Pirot. Même si le tarot de la sorcière n'est pas facile à interpréter pour les néophytes du paganisme, Julien a su tirer le meilleur de son tirage. On notera d'ailleurs que celui-ci est plutôt équilibré et on ne s'étonne donc pas d'y trouver la tempérance en bonne place. Il est amusant enfin de voir comment Julien a su boucler son histoire en s'accaparant les cristaux. Pour cet épisode, je tiens spécialement à remercier Rémi Hoffman, le réalisateur des Seigneurs d'Outre-Monde, un film dont je vous ai déjà parlé dans l'émission 8. Il m'a assisté sur le tournage, ce qui m'a permis d'avoir une lumière mieux travaillée que d'habitude, ainsi qu'un 3e axe de caméra. Ne vous habituez pas, c'est tout de même beaucoup de travail en plus et je n'aurai pas le temps de faire ça à chaque fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou la partager et pensez à vous abonner pour ne rater aucun des futurs épisodes. Le mois prochain, je vous réserve une émission spéciale qui sera la dernière de cette première saison de Tarot Tor. Les interviews reprendront ensuite en septembre pour la saison 2. Plus que jamais, je vous invite à me dire en commentaire qui vous souhaiteriez voir dans l'émission. Cela pourra m'aider à construire cette prochaine saison, sachant que j'ai déjà quelques pistes. Enfin, vous trouverez tous les liens vers les œuvres évoquées dans la description de la vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous donne rendez-vous dans un mois.